Janvier 2018. Deux alpinistes se tiennent au sommet du Nanga Parbat dans l'obscurité totale. La température est de -50 degrés. L'une d'elles vient de devenir la première femme à avoir gravi cette montagne en hiver. Le second est aveugle. Le compte à rebours avant la catastrophe commence. Mais pour comprendre comment ils se sont retrouvés là, il faut revenir en arrière, loin dans le passé. Tomasz Makiewicz est né en 1975 dans une petite ville polonaise, Dzialoszyn. Il a passé la première décennie de sa vie avec sa sœur chez leur grand-mère, dans un endroit paisible au bord de la rivière Arty. C'est là, au milieu des champs et des forêts, qu'est née en lui une passion pour la nature qui ne le quittera jamais. À l'âge de 10 ans, sa famille a déménagé. Tomasz languissait après la campagne, les grands espaces, la liberté. Cette nostalgie s'est ancrée profondément en lui, devenant une partie indissociable de son être, comme une cicatrice. Les années 90 l'ont trouvé adolescent et l'ont entraîné dans un tourbillon. D'abord, il a commencé à sniffer de la colle. L'odeur chimique lui brûlait les narines, brouillant les frontières de la réalité. Puis, il est passé à quelque chose de plus sérieux. Bientôt, la maison cessa d'être un refuge pour lui. Tomasz est parti vivre dans la rue. Sa sœur Agnieszka l'a retrouvé et l'a emmené dans un centre de réhabilitation. 3 mois plus tard, il se retrouvait là d'où on l'avait tiré. Comme si une main invisible le tirait en arrière, vers le précipice. De nouveau en réhabilitation, cette fois avec de l'ergothérapie. Pendant 2 ans, il a creusé des tranchées, transporté des sacs sur les chantiers, chargé des wagons. Ses ampoules aux paumes éclataient et cicatrisaient à nouveau. Son dos lui faisait mal le soir. Mais quelque part dans cette douleur monotone, il y avait un soutien. Et il a réussi à s'en sortir. Après avoir déménagé à Varsovie, il a rencontré une jeune femme nommée Joanna. Il a fini par l'épouser. La vie semblait se redresser. Mais ses amis se souviennent, un vide subsistait en lui. Le sentiment qu'il manquait quelque chose, comme si un trou béant le rongeait de l'intérieur, qu'il fallait combler à tout prix, chaque jour, encore et encore. Tomasz a commencé à chercher. Il s'est inscrit à l'université de Varsovie en philosophie. Cours, notes, débats interminables dans les amphithéâtres. Et il a abandonné après quelques mois. Les mots ne comblaient pas le vide. Il a décidé de partir en autostop en Inde. Il y a passé 1 année entière. La poussière des routes, l'odeur des épices, la chaleur qui faisait fondre l'asphalte. Et c'est là qu'il a vu l'Himalaya pour la première fois. Des sommets blancs à l'horizon, si lointains qu'ils semblaient dessinés, si hauts qu'il était douloureux de les regarder. Son cou se raidissait et quelque chose se serrait dans sa poitrine. C'est alors qu'il a compris. Il voulait faire de l'alpinisme de haute altitude. Tomasz et Joanna ont déménagé en Irlande. Elle a trouvé un emploi de psychologue pour enfants. Lui s'est fait embaucher comme mécanicien. Ses mains sentaient l'huile de moteur, la saleté s'incrustait sous ses ongles que nul savon ne parvenait à enlever. En 2008, lors d'une fête dans un jardin, il a rencontré Marek Nowicki, un compatriote et alpiniste. Marek se souvient: « Je racontais comment j'avais tenté de gravir seul le mont Logan au Canada. Tomasz a soudainement déclaré que la prochaine fois, il viendrait avec moi. Il s'est mis avec enthousiasme à grimper les rochers locaux. Il grimpait mieux que moi et avait tout appris par lui-même, sans cours, sans école. Il avait du talent. » Tomasz a tenu parole. En mai 2008, ils sont partis au Canada. Ils ont gravi le mont Logan, puis sont descendus du sommet en radeau directement dans l'océan. L'expédition a duré 70 jours et leur a apporté la reconnaissance. Ses muscles lui faisaient si mal que la nuit, Tomasz se réveillait à cause de crampes aux mollets. La peau de son visage s'était descamée à cause du vent et du soleil. Mais c'était la bonne douleur. 1 an plus tard, Tomasz a attaqué seul le Camp Tengri, 7010 mètres, avec succès. La solitude en altitude, c'est un état particulier.
Personne ne te couvre, personne ne te tirera d'affaire si quelque chose tourne mal. Seul toi, la montagne et la fine frontière entre la vie et la chute. Et puis, son regard s'est posé sur le Nanga Parbat, le 9e plus haut sommet du monde, l'un des 8000 mètres les plus difficiles. On l'appelle la montagne tueuse. Le taux de mortalité est l'un des plus élevés parmi les géants himalayens. Mais Tomasz est tombé amoureux d'elle, précisément. Il a appelé Marek, il lui a proposé d'essayer une ascension hivernale. C'était une idée follement ambitieuse. À ce moment-là, il n'y avait pas encore eu d'ascension hivernale du Nanga Parbat. Ce serait un record. Mais, honnêtement, il n'avait ni l'expérience, ni l'équipement, ni la préparation pour cela. Marek Nowitzki se souvient que plusieurs facteurs les ont attirés. Premièrement, la notoriété de la montagne et la possibilité d'un record. Deuxièmement, une accessibilité relative. Jusqu'à la face d'Yamir, il n'y avait que 2 jours de marche. Et troisièmement, le permis d'ascension ne coûtait que 300 $. Si l'on compare à l'Everest, là-bas, le permis coûte des dizaines de milliers et l'expédition entière revient rarement à moins de 50 000. Ici, un sommet prestigieux pour une bouchée de pain. Seulement, entre alpinistes, elle a un autre nom, la tueuse. Marek raconte. Pour économiser sur les porteurs, nous avons transporté nous-mêmes tout l'équipement jusqu'au camp de base. Nous n'avions pas de matériel adéquat. Vestes, tentes, sacs de couchage, tout était de qualité touristique, pas pour des ascensions hivernales de sommets de 8000 mètres. Nous étions si différents des autres expéditions que même les habitants des villages pakistanais au pied de la montagne ne croyaient pas que nous allions l'affronter. Les sacs à dos pesaient si lourds sur leurs épaules que les sangles leur entaillaient les os. Chaque pas était un effort, les pierres sous leurs pieds s'effritaient, leurs chevilles se tordaient sur les aspérités. Le soir, leurs jambes bourdonnaient et leur dos lançait des douleurs. Les locaux les regardaient avec pitié, ou avec incompréhension. Cette fois-là, ils n'ont pas atteint le sommet. L'année suivante, ils sont revenus. L'équipement était un peu meilleur, l'expérience un peu plus grande. Ils ont atteint 5480 mètres, mais il était encore très loin des 8000 mètres. L'air raréfié pesait déjà sur leurs tempes, leur respiration devenait haletante, leur cœur battait comme celui d'un cheval traqué. 1 an plus tard, Tomasz a atteint l'altitude de 7315 mètres sur la crête de Mazzeno. Mais, encore une fois, pas le sommet. Le vent à cette altitude déchirait les vêtements, s'infiltrait dans chaque crevasse, aspirant la chaleur du corps. Les doigts s'engourdissaient même avec des gants. Ayant dépensé tout l'argent de l'expédition, ils ont dû vendre leur équipement pour acheter des billets de retour. En 2015, Marek décida. C'en était fini des montagnes. Son corps n'était plus le même, et le risque ne justifiait pas le résultat. Mais Tomasz n'avait pas l'intention d'abandonner. Quand Marek est parti, Tomasz a décidé. Il grimperait désormais seul, dans le style alpin, rapidement, avec un minimum d'équipement, sans multiples camps et le plus souvent sans oxygène. C'est un mode d'ascension dangereux. Il ne laisse aucune marge d'erreur. Un faux mouvement, une seule erreur, et la montagne ne pardonnera pas. Et c'est alors qu'il rencontra Elisabeth Revol, une étoile montante de l'équipe de France d'escalade. Elisabeth avait 5 ans de moins que Tomasz. Et elle était son total opposé. Lui, volubile, excentrique, anarchiste dans l'âme. Il pouvait parler des heures, sautant d'un sujet à l'autre, gesticulant, riant fort. Elle, une professeure d'éducation physique tranquille d'une petite ville. Elle choisissait ses mots avec soin, parlait doucement, presque à voix basse. Lui, un ancien toxicomane, ayant traversé l'enfer de l'addiction et de la réhabilitation. Elle ne buvait pas d'alcool et évitait le gluten, surveillait son alimentation avec la discipline d'une athlète. Mais les opposés s'attirent. Dans son enfance, Elisabeth faisait de la gymnastique.
Des étirements douloureux, des grands écarts sur le sol froid du gymnase, des callosités aux paumes des mains à cause de la barre. À 19 ans, ses parents lui ont suggéré d'essayer l'escalade. Et là, elle a trouvé sa voie. En 2006, elle est partie avec une expédition française dans les Andes boliviennes. Elle est revenue avec 9 sommets, dont 5 qu'elle a été la première à gravir. Ensuite, elle est allée au Pakistan. Elle a conquis 3 sommets de plus de 8000 mètres, Broad Peak, Gasherbrum Brom 1 et Gasherbrum Brom 2, tous les 3 sans oxygène, en 16 jours. C'est un rythme presque impossible. Le corps n'a pas le temps de récupérer. Chaque pas à une telle altitude est un combat contre son propre organisme qui crie « Arrête, redescends, immédiatement ». En avril 2012, Elisabeth est partie pour l'Annapurna avec son partenaire tchèque Martin Minarik. Ils ont atteint le sommet Est, mais n'ont pas pu monter au sommet principal, à cause d'un vent d'ouragan. Les rafales les faisaient tomber, la neige fouettait leurs visages comme de fines aiguilles, la visibilité tombait à zéro. À la descente, Martin a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Elisabeth est descendue au camp de base, gravement gelée, épuisée. Ses doigts étaient noirs, sa peau pelait, ses lèvres étaient gercées jusqu'au sang. On lui a prodigué les premiers soins et elle a été évacuée à l'hôpital de Katmandou. La perte de son partenaire l'a terriblement affectée. Le sentiment de culpabilité ne la quittait pas. Aurait-il fallu insister pour rentrer plus tôt? Avait-elle manqué quelque chose? Elle a abandonné la montagne pendant 4 ans. Mais en 2013, elle a décidé de revenir. Elle a choisi le Nanga Parbat pour son ascension. Elle n'a pas atteint le sommet cette fois-là, mais elle est revenue 2 ans plus tard et a fait équipe avec Tomaj. Elisabeth se souvient. « J'ai beaucoup aimé notre ascension commune. Nous avons beaucoup parlé, nous avons passé un excellent moment. » Cette année-là, ils ont atteint l'altitude de 7800 mètres, déjà près de la zone de la mort, là où l'oxygène est si rare que le cerveau commence à défaillir, les pensées s'embrouillent, les décisions sont prises automatiquement. Ils se sont réunis pour une autre tentative à l'hiver 2016. Mais le mauvais temps les a forcés à faire demi-tour. Le blizzard a enveloppé la montagne de telle sorte que la visibilité est tombée à 1 mètre. Continuer aurait été suicidaire. Pour Thomas, c'était déjà la 6e tentative d'ascension hivernale. Avant de partir, il a dit à un journaliste polonais que c'était sa dernière tentative. Il ne reviendrait plus jamais au Nanga Parbat. Le 26 février 2016, Simono Moro, Alex Chikon et Muhammad Ali Satpara sont devenus les premiers alpinistes à gravir le Nanga Parbat en hiver. Le record dont rêvait Thomas lui échappait. Le Polonais a même tenté de contester leur exploit. Il a exigé davantage de photos du sommet, les données GPS. Il a examiné chaque cliché, chaque détail. Il cherchait une faille, une incohérence, n'importe quelle raison de douter. Mais le record a été validé. Thomas ne l'a jamais reconnu. Au fond de lui, il savait. Ils avaient été les premiers. Et il était arrivé trop tard. Et c'est alors qu'il s'est tourné vers Elisabeth. Il lui a dit qu'il voulait essayer une fois de plus, qu'il ressentait un lien avec cette montagne, qu'il devait en finir avec elle une fois pour toutes, fermer ce gestalt, sinon cela le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Et qu'il était sûr, cette tentative serait un succès, presque sûr. Ils sont arrivés au camp de base le 23 décembre 2017. Pour Thomas, c'était la 7e tentative d'ascension, un chiffre au goût de finalité. Pour Elisabeth, la 4e. Le 21 janvier, avant même l'aube, ils ont levé le camp et se sont dirigés vers le sommet. L'obscurité était absolue. Les lampes frontales en arrachaient des cercles de lumière, quelques mètres devant, pas plus. Au-delà, le noir. Le souffle s'échappait en volutes de vapeur, gelant aussitôt sur les vestes en une fine croûte de givre. Les bottes grinçaient sur la croûte de neige. L'ascension progressait très lentement. À cette altitude,
Chaque pas était comme monter un escalier avec un lourd sac sur le dos. Les poumons brûlaient, le cœur battait contre les côtes, les muscles étaient lourds comme du plomb. Il ne restait qu'1 heure de jour avant le coucher du soleil. Mais il n'avait pas l'intention de faire demi-tour. Il fallait finir ce qui avait été commencé. 7 fois, 7 tentatives, la dernière. Les ombres des sommets himalayens s'allongeaient à chaque seconde, couvrant les vallées d'obscurité. L'air devenait si froid que chaque inspiration causait de la douleur. Des aiguilles de glace s'enfonçaient dans la gorge, dans les poumons, se déposaient sur les parois des bronches. Elisabeth Révol, alpiniste française de 38 ans, avec 4-8 000 à son palmarès, a pris quelques photos avant la dernière poussée vers le sommet. Ses doigts obéissaient mal, même avec des gants. Un instant, son objectif s'est arrêté sur son partenaire, Tomasz Makiewicz, qui était obsédé par le Nanga Parbat depuis 10 ans. Il n'avait jamais tenté d'escalader aucun autre sommet de plus de 8000 mètres. Et pour une montagne, c'est une immense distance. L'obsession, elle libère ou elle tue. Il était évident qu'il était à bout de force. Ses pas ralentirent. Ses mouvements devinrent mécaniques, automatiques. Ses yeux regardaient au-delà, comme si sa mise au point était brouillée et ne revenait pas. Elisabeth rangea sa caméra, sortit son navigateur. L'écran brillait d'un vert pâle dans le crépuscule. Il ne restait que 100 mètres verticaux pour devenir la première femme à gravir le Nanga Parbat en hiver. 100 mètres. En plaine, c'est insignifiant. Ici, une éternité. Le temps était calme. Il n'y avait presque pas de vent. Pour une telle altitude, il faisait relativement chaud, -30 au lieu des 50 habituels. Mais tout changerait dès que le soleil se coucherait. Les alpinistes le savaient parfaitement. Le vent se renforcerait, il se renforce toujours après le coucher du soleil. La température chuterait à -50. Il fallait se dépêcher. Elle attendit Thomas. Il avançait lentement, posant ses pieds avec précaution, comme s'il testait chaque centimètre de la pente. Ensemble, ils se dirigèrent vers le sommet. Plus tard, Elisabeth raconta à une chaîne de télévision polonaise qu'ils avaient atteint ensemble le sommet de 8126 mètres au crépuscule. Le soleil avait déjà disparu derrière l'horizon, mais le ciel conservait encore les dernières nuances de lumière, violet, bleu foncé, presque noir. Elle était devenue la première femme à réaliser une ascension hivernale du Nanga Parbat. Thomas, le premier alpiniste polonais à le faire. Pas un record retentissant, mais un record tout de même. Une fois au sommet, ils prirent quelques photos. Leurs mains tremblaient. De froid, de fatigue, d'émotion. Mais il n'y avait pas de temps pour savourer le triomphe. De plus, le Polonais semblait épuisé. Le visage gris, les lèvres bleues, le regard trouble. Elisabeth demanda à Thomas comment il se sentait. Il répondit qu'il ne voyait rien. Elisabeth savait, la cécité est l'un des symptômes du mal aigu des montagnes. Très probablement, le Polonais avait développé un œdème cérébral. Du liquide s'accumule dans la boîte crânienne, exerce une pression sur les tissus, perturbe la circulation sanguine. S'il n'était pas descendu d'urgence plus bas où il recevrait plus d'oxygène, cela entraînerait la mort. Rapide ou lente, peu importe. Ils avaient fait l'ascension sans oxygène, en style alpin. Mais Thomas avait dépensé toutes ses forces pour la montée. À la descente, il avançait de plus en plus lentement. Ses jambes fléchissaient, son équilibre chancelait. Elisabeth posa sa main sur son épaule et commença à faire descendre son partenaire aveuglé. Chaque pas nécessitait un contrôle. Où poser le pied? Comment répartir le poids? Comment ne pas trébucher sur une pierre? Lorsqu'ils atteignirent l'altitude de 7895 mètres, juste en dessous de la zone dite de la mort,
Thomas commença à avoir des problèmes respiratoires. Des râles, des gargouillis dans la poitrine, des inspirations convulsives. Élisabeth lui retira son masque. Du sang écarlate s'échappait de sa bouche, vif, mousseux, un signe d'hémorragie pulmonaire. Le nez et les joues étaient devenus blancs de gelure. La peau était d'une pâleur mortelle, cireuse. L'hémorragie, très probablement, était aussi un signe du mal des montagnes, ayant déjà provoqué un œdème pulmonaire. Le liquide s'infiltre dans les alvéoles, bloque les échanges gazeux, et la personne se noie lentement dans son propre sang. Il fallait faire descendre l'alpiniste d'urgence. À 23 heures, Élisabeth sortit son appareil satellite InReach et envoya un message textuel à 3 personnes, son mari, la femme de Thomas et un ami. Ses doigts obéissaient à peine. Il fallait appuyer plusieurs fois pour atteindre le bon bouton. Elle demanda d'envoyer des hélicoptères. Amis et proches commencèrent à chercher des hélicoptères au Pakistan. La tâche était compliquée. Les hélicoptères volent rarement au-delà de 6000 mètres. L'air raréfié ne fournit pas suffisamment de portance. Et eux étaient bien plus hauts, presque à 8000. Pendant ce temps, Élisabeth aida Thomas à s'abriter. Elle creusa une grotte de neige pour se protéger du vent. Elle creusa avec son piolet, avec ses mains, avec ce qu'elle put. La neige était dense, compacte, difficile à travailler. Une demi-heure plus tard, une petite cavité s'ouvrait dans la pente. Il y avait à peine de la place pour 2. De la grotte, elle envoya un autre message. Thomas est dans un état terrible. Il ne peut pas bouger seul. Nous n'avons pas la possibilité de monter la tente. Il doit être évacué d'urgence. Le froid s'infiltrait sous ses vêtements. Le vent hurlait dehors, poussant la poussière de neige dans les fissures. Thomas gisait immobile. Sa respiration était superficielle, intermittente. Par un concours de circonstances, sur le sommet voisin, le K2, une expédition polonaise tentait la première ascension hivernale. Elle était dirigée par le légendaire alpiniste polonais Krzysztof Wielicki, un vétéran de 68 ans avec 14 8000 à son palmarès et une ascension solitaire du Nanga Parbat sans oxygène en 1996. Un homme qui connaissait cette montagne. Il savait ce qu'elle pouvait faire à un être humain. Wielicki se souvient. « J'ai compris. La seule option pour Élisabeth et Thomas était d'envoyer une équipe de sauvetage de notre part au Nanga Parbat. J'ai demandé aux 13 alpinistes du camp de base du K2 quelqu'un était-il prêt à interrompre l'ascension pour sauver 2 personnes mourantes. Chacun a répondu oui. Sans hésiter, sans la moindre hésitation. Pour l'opération, Wielicki choisit Adam Bielecki, Denise Urubko, Jacek Czech et Jaroslav Botor, les meilleurs des meilleurs. Les hélicoptères ont été retardés. Certains disent en raison d'un désaccord sur le coût entre les ambassades de Pologne et de France, l'armée pakistanaise et la compagnie d'assurance des alpinistes. La bureaucratie ne s'arrête pas, même quand chaque heure compte. Finalement, les hélicoptères ont été payés par les proches des victimes. Ils ont réuni l'argent en une nuit. Ils sont arrivés au camp de base du K2 seulement à 13 h le 27 janvier. Ils ont embarqué 4 secouristes et se sont dirigés vers le Nanga Parbat. Les hélicoptères volaient bas, au-dessus des glaciers, contournant les pics. Les pales soulevaient de la poussière de neige. La visibilité variait de 0 à 100 mètres. Trouver la montagne, sans parler d'un endroit pour atterrir, n'a pas été facile. Les pilotes n'y étaient jamais allés. Wielicki se souvient « Quand nous nous sommes approchés, je leur ai montré où se trouvait le village, où était le camp de base et où il était possible d'atterrir. Je leur ai aussi dit qu'ils avaient l'air d'être des hommes courageux et je leur ai demandé, si possible, de nous déposer le plus haut possible sur la pente. Les hélicoptères ont déposé les secouristes à 4800 mètres d'altitude, juste en dessous du premier camp.
Il était dangereux de voler plus haut. L'air est trop raréfié. Les pales perdent de leur efficacité. Une seule rafale de vent et l'appareil pourrait s'écraser. À propos, on demande souvent pourquoi ils ne sont pas secourus par hélicoptère. Parce que les hélicoptères ne peuvent physiquement pas monter en toute sécurité à une telle altitude. Les alpinistes ont décidé. Sichi et Botor resteraient au point d'atterrissage pour préparer le camp. Bielecki et Urupko partiraient chercher les victimes. Ils ont commencé l'ascension à 17h30. Il faisait déjà nuit. Il faut dire que ce sont parmi les plus forts alpinistes de notre temps. Adam Bielecki, 44 ans, a gravi le Khan Tengri et compte 19 ascensions de sommet de 8000 mètres. Denis Urupko est un Kazakh, réputé être une machine, capable de marcher sans s'arrêter pendant des jours. Les alpinistes se pressaient. Ils ont parcouru pratiquement tout l'itinéraire sans assurage. Il n'y avait pas le temps de planter des pitons, de vérifier les ancrages, de faire des nœuds. Pendant toute l'ascension, ils n'ont pas utilisé une seule broche à glace. Quand ils voyaient de vieilles cordes laissées par d'autres expéditions, ils les utilisaient, bien que ce soit aussi très dangereux. On ne sait jamais à quel point une corde est fiable. Le gel détruit les fibres. Les rayons ultraviolets les rendent fragiles. Je le rappelle, c'était une ascension hivernale d'un des 8000 mètres les plus difficiles, de nuit, dans la précipitation. Mais les secouristes s'étaient bien préparés, et surtout, ils étaient acclimatés. Leur corps s'était déjà adapté à l'altitude, leur sang était saturé d'hémoglobine, leurs poumons fonctionnaient efficacement. Thomas et Elisabeth sont restés dans une grotte de neige. On ne sait pas s'ils descendaient ensemble ou s'ils s'étaient déjà séparés et descendaient chacun de leur côté. Elisabeth elle-même n'a pas pu s'en souvenir précisément par la suite. Le temps en altitude s'écoule différemment. Les minutes s'étirent, les heures se contractent. Denis Urupko se souvient. J'ai commencé à crier dans l'espoir qu'un miracle se serait peut-être produit et qu'il serait quelque part ici. Je criais à travers le vent. Finalement, j'ai entendu une voix faible. C'était Elisabeth. L'alpiniste souffrait d'engelure et du mal aigu des montagnes. De plus, elle était seule. Elle était assise, le dos appuyé contre la paroi de la grotte, immobile. Thomas n'était nulle part. Avant d'être retrouvée, la femme avait des hallucinations, un autre symptôme du mal aigu des montagnes. Le cerveau, privé d'oxygène, commence à créer des images. Elisabeth a pensé que quelqu'un avait apporté du thé. La femme qu'elle avait imaginée lui a demandé de lui donner une de ses chaussures en échange. À ce moment-là, je me suis automatiquement levé, j'ai retiré mes chaussures et je les ai données. Et le matin, quand je me suis réveillé, je n'avais que mes chaussettes, se souvient l'alpiniste. Les secouristes ont donné à la femme du thé chaud d'un thermos et ont essayé de réchauffer ses mains gelées. Ses doigts étaient raides, blancs et ne pliaient pas. Et bien sûr, ils ont demandé des nouvelles de Thomas. Elisabeth a dit qu'il ne pouvait pas bouger ni marcher seul. Elle avait donc été contrainte de le laisser dans une crevasse, dans leur campement improvisé, un peu plus haut sur la pente, peut-être 100 mètres, peut-être 200. À cette altitude, les distances sont trompeuses. Urupko et Bielecki se sont retrouvés face à un choix très difficile. Tenter d'atteindre Thomas ou descendre Elisabeth. Elisabeth pouvait marcher, avec de l'aide, mais elle le pouvait. Thomas ne le pouvait pas, il aurait fallu le porter. Et porter une personne sur un sommet de 8000 mètres en hiver et de nuit, c'est presque impossible. Le poids, la pente, l'obscurité, le froid. Bielecki dit « Nous comprenions, si nous laissions Elisabeth et allions chercher Thomas, nous aurions à faire descendre de la montagne une personne qui ne pouvait pas marcher seule. » Une pause, peut-être une seconde, peut-être une minute. Ils ont pris une décision très difficile. Ils n'iraient pas chercher Thomas. Ils le laisseraient mourir dans les montagnes. À l'aube, Bielecki, Urupko et Elisabeth ont commencé à descendre. Le ciel s'éclaircissait, gris, lourd, sans le moindre soupçon de soleil.
Le vent s'est calmé. La pente s'étirait vers le bas en une bande blanche infinie. La femme avait les mains gravement gelées. Elle pouvait à peine se tenir debout. Ses jambes flageolaient, son équilibre était instable. Il est donc plus juste de dire qu'ils ont commencé à la faire descendre. Bielecki marchait devant, ouvrant la voie. Urubko était derrière, assurant sa sécurité, la soutenant quand elle trébuchait. À 11h30, environ 18 heures après leur arrivée au Nanga Parbat, Bielecki, Urubko et Elisabeth ont atteint la zone de sécurité, avec les hélicoptères. Les hélicoptères attendaient sur l'aire d'atterrissage. Les pales tournaient à vide, soulevant la poussière de neige. Un homme politique français a demandé au président Emmanuel Macron de décorer l'équipe de sauvetage de l'Ordre de la Légion d'honneur, la plus haute distinction civile de France. Mais les secouristes ont refusé. Bien qu'ils aient réellement accompli un exploit, Adam Bielecki a dit « Je pense que nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Tout le monde aurait agi de la même façon à notre place. » L'alpiniste Elisabeth Revol a subi de graves engelures, mais est restée en vie. Elle a perdu plusieurs doigts, mais elle est vivante. Tomasz Makiewicz a laissé derrière lui une femme et 3 enfants. Quant à lui, il est resté à jamais sur les pentes du Nanga Parbat, cette montagne qu'il avait tenté de conquérir toute sa vie durant. 7 tentatives, un sommet et un prix que personne ne voulait payer.